Porto Rico ou Puerto Rico, l'île de Ricky Martin, Bad Bunny, Daddy Yankee, Luis Fonsi, le gars de Despacito et de la Piña Colada. C'est aussi un territoire avec un statut un peu particulier. Cette île n'est pas un État. En fait, elle est un territoire organisé non incorporé du Commonwealth des États-Unis. Sauf que ça pourrait bientôt changer. On t'explique. Déjà, les citoyens portoricains n'ont pas le droit de participer ni aux élections présidentielles, ni aux sénatoriales, ni à celles de la Chambre des représentants. Et étonnamment, les portoricains se complaisent complètement avec cette démocratie à deux vitesses. Mais on observe des signaux subtils de changement. Qu'est-ce qui est en train de se passer à Porto Rico? On t'explique. L'économie portoricaine est de loin la plus importante des Caraïbes. Le niveau de vie de l'île est considérablement élevé comparé aux autres pays caribéens. Et l'appartenance au Commonwealth états-unien y est pour beaucoup. C'est probablement la raison principale pour laquelle Porto Rico n'a jamais entamé de processus d'indépendance. Sauf que ces dernières années, la situation se gâte un peu. Déjà, même s'ils sont des nationaux US, la population portoricaine n'a pas de représentants au Congrès. Par conséquent, ils ne peuvent pas participer aux élections fédérales. Et en même temps, leur système judiciaire est pas du tout autonome. Ça ressemble quand même beaucoup à une colonie, non? Et les portoricains en ont eu assez. Mais ils sont plus malins que les Corses. Plutôt que d'exiger l'indépendance, ils réclament une intégration plus poussée, voire totale. Donc, Porto Rico, le 51e État. Est-ce que c'est vraiment réaliste? Un peu d'histoire. De Madrid à Foraker and Jones. C'est durant son deuxième voyage dans les Indes occidentales que Christophe Colomb a posé le pied sur l'île de Porto Rico. C'est pour ça que sa capitale s'appelle San Juan. C'est pour honorer le prince Juan d'Aragon qui à l'époque était le prince des Asturias et l'héritier du trône de Castille et d'Aragon. À partir de ce moment-là et pendant plus de 400 ans, l'île est restée sous souveraineté de la couronne espagnole jusqu'à la fin du 19e siècle. En 1895 éclate la seconde guerre d'indépendance cubaine. S'y opposent les rebelles indépendantistes cubains appuyés par les États-Unis et les royalistes espagnols. Face à l'inéluctable, pour tenter d'apaiser les esprits, en 1897, l'Espagne accorde à Cuba et à Porto Rico le statut de région autonome. Mais peine perdue, en 1898, l'Espagne et les États-Unis s'affrontent au cours de la guerre hispano-états-unienne. Le conflit très bref se solde par une victoire des USA qui prend le contrôle des anciennes colonies espagnoles, les Philippines, Guam et donc Porto Rico. Cuba, elle, passe sous tutelle états-unienne jusqu'en 1902. C'est ensuite qu'elle devient indépendante, même si elle est brièvement occupée par les États-Unis entre 1905 et 1909. Le truc, c'est que Washington voulait éviter de répliquer le même modèle colonial que l'Empire britannique ou espagnol. Logique, vu que les États-Unis eux-mêmes avaient été une colonie. Bon, c'est en 1900 qu'un sénateur républicain de l'Ohio, Joseph B. Foraker, rédige une loi qui établit le nouveau modèle politique de Porto Rico, le Foraker Act. Cette loi dispose que c'est le président en personne qui nommera tous les 4 ans un gouverneur. Celui-ci présiderait un conseil exécutif duquel au moins 5 des 11 membres devraient être portoricains. En parallèle, le gouvernement forme une chambre locale des délégués composée de 35 membres élus au suffrage universel direct. Côté judiciaire, le gouvernement crée un tribunal de district spécifique à Porto Rico. En cas d'appel, il serait possible de contester devant la Cour suprême à Washington. Et finalement, même si Porto Rico n'est pas un État de l'Union, ses citoyens auraient quand même le droit d'élire un commissaire résident pour siéger à la Chambre des représentants, même s'ils n'auraient pas le droit de vote. Puis, en 1917, le représentant démocrate de la Virginie, William Atkinson Jones, et le sénateur démocrate du Colorado, John Shafroth, font signer par le président Woodrow Wilson le John Shafroth Act. Tous les citoyens de Porto Rico qui résident dans la dite île et qui ne sont citoyens d'aucun pays étranger sont par les présents déclarés citoyens des États-Unis et seront considérés et tenus tels quels. John Shafroth. À l'époque, c'était très inhabituel. Sans être nés aux États-Unis, les portoricains étaient devenus des nationaux US à part entière. Contrairement à la loi, on parle bien de nationalité et pas de citoyenneté. Il y a une nuance importante. Bref, certains suggèrent que la raison pour laquelle ce décret législatif a été signé, c'était pour augmenter le nombre de troupes mobilisables en vue d'une entrée en guerre imminente. Et ouais, le décret date du 2 mars 1917, alors que les États-Unis sont entrés en guerre le 4 avril 1917. Ça laisse tout juste un mois de différence, mais en vrai, on saura jamais à 100%.
En revanche, un autre apport intéressant de ce décret, c'est la création d'une assemblée législative bicamérale qui comprend un Sénat, la chambre haute, et une chambre des représentants, la chambre basse. Alors, faut pas rêver non plus, le gouverneur, qui je le rappelle était encore nommé à l'époque par le président, et le président en personne disposaient tous les deux du droit de veto. Ce qui est réellement intéressant, c'est qu'en moins de 2 décennies, les citoyens portoricains ont donc acquis la nationalité états-unienne, encore une fois nationalité, pas citoyenneté, mais ils ont aussi mis en place un système législatif fonctionnel et relativement autonome. Bon alors, pourquoi est-ce que les portoricains sont des citoyens, des nationaux US, pas comme les autres? Commonwealth, territoire non incorporé. La mainmise présidentielle sur la gouvernance portoricaine a duré jusqu'en 1947. Cette année-là, le Congrès US a adopté la loi 447 qui dispose que les portoricains pouvaient élire eux-mêmes leur gouverneur. C'est comme ça que Luis Muñoz Marín est devenu le premier gouverneur élu par les portoricains. Il est resté 16 ans au pouvoir et il a joué un rôle essentiel dans la définition du statut politique de l'île. Par exemple, en 1950, Muñoz Marín a conclu un accord avec Washington, la loi 600, qui permet à Porto Rico d'établir sa propre constitution d'État, exactement comme tous les autres États de l'Union. Et bah, cette constitution, qui est entrée en vigueur en 52, elle établit que Porto Rico est en fait un Commonwealth rattaché aux États-Unis. Sauf que le texte d'origine, il est en espagnol et il parle d'un Estado libre asociado, un statut toujours en vigueur aujourd'hui. Bref, ce moment a été déterminant dans l'histoire politique de l'État. Muñoz Marín souhaite que Porto Rico gagne en autonomie. Siempre habrá un área de autoridad que delegaremos, que serán la defensa, la legislación inherente a la común ciudadanía, la legislación inherente a la moneda, a la común moneda, y algunas otras cosas por ese estilo. Pero el progreso es que cada día, según crezca el Estado Libre Asociado, los votos que ustedes y todos los puertorriqueños emitimos en las urnas tengan mayor y mayor autoridad sobre la vida de ustedes, sobre la vida de nosotros, de nuestros hijos, de todo el pueblo puertorriqueño. Mais c'est plus vite dit que fait. En 1950 a lieu le soulèvement de Jayuya, une révolte armée pro-indépendantiste qui fut rapidement réprimée par les forces de sécurité portoricaines. Tout ça pour dire que le statut d'autonomie relative était pas au goût de tout le monde. Bref, en 52, le président Dwight Eisenhower donne son feu vert pour l'organisation d'un référendum d'indépendance. Le vote est organisé le 4 novembre de la même année. Le résultat, 87,8% des portoricains ont voté pour le maintien de la tutelle états-unienne. Une majorité absolue, une victoire écrasante pour les partisans du Commonwealth. Et c'est pas le seul référendum qui a été organisé, et ils se sont tous soldés pareil. 67, 93, 98 et 2012. Tous en faveur du maintien du statut de territoire non incorporé. Après, ça se gâte. Cette adhésion massive, comment elle s'explique? Et qu'est-ce qui va changer plus tard? Sánchez Valle, les marchands d'art versus l'État. En 1950, le gouvernement fédéral a introduit une série de réformes pour encourager les entreprises nord-américaines à s'installer sur l'île. Du coup, énorme boom économique. La différence avec les autres pays d'Amérique latine, elle saute aux yeux. BTP, tourisme, commerce, autoroute, l'économie portoricaine vivait sa best life. Le taux de pauvreté a chuté. Le niveau de vie des portoricains s'est amélioré. Tous les indicateurs étaient au vert, ou presque. En fait, plein d'entreprises US ont préféré installer leur siège social dans le Delaware ou même dans un autre dominion voisin, les îles Vierges états-uniennes, où la fiscalité sur les entreprises est très faible. À Porto Rico, il faut payer des impôts à l'État pour financer les infrastructures et les programmes sociaux. En plus, beaucoup de portoricains partent vers le continent parce qu'il y a beaucoup plus d'opportunités là-bas. Aujourd'hui, on estime qu'à New York, il y a 1,5 million de portoricains d'origine ou de descendance. On les appelle les New Yorkans. 1,5 million, c'est pas mal étant donné qu'à San Juan, la capitale portoricaine, ils ne sont qu'à 327 000 pour une population totale de 3 200 000 habitants de l'île. Bon, depuis 52, les autorités portoricaines ont organisé 6 référendums d'autodétermination en 67, 93, 98, 2012, 2017 et 2020. Et c'est toujours le côté pro-US qui l'a emporté. Sauf que des bords pro-US, il y en a plusieurs et ils sont pas tous forcément d'accord entre eux. Jusqu'en 2012, c'était le camp pro-Commonwealth qui l'emportait. Sauf que depuis, le camp qui l'emporte, c'est celui de l'incorporation à la Fédération des États-Unis d'Amérique, avec en plus une nette majorité. Alors pourquoi? Qu'est-ce qu'il s'est passé pour qu'un tel revirement de l'opinion publique ait lieu? Et bah, pour comprendre, il faut remonter à septembre 2008, lors de l'arrestation de Luis Sánchez del Valle pour trafic d'armes. Il a été inculpé à la fois par l'autorité judiciaire états-unienne et par la justice portoricaine. Son avocat, il a trouvé la parade. Il a attaqué l'État portoricain sur la base qu'un individu
individu ne pouvait pas être jugé 2 fois pour le même crime dans la même juridiction. Ce qui a posé les fondements de l'affaire Porto Rico contre Sanchez Valle qui s'est soldée en 2015 par une décision très controversée. Le pouvoir de Porto Rico de poursuivre des individus lui était délégué par les congrès des États-Unis, notamment en vertu de sa propre souveraineté. L'adoption d'une constitution par délégation du Congrès ne représente pas une cession de souveraineté au profit de Porto Rico. Au contraire, Porto Rico n'a jamais cessé d'être un territoire des États-Unis. Jugement de la Cour suprême de Porto Rico. Le point clivant, c'est que les tribunaux portoricains ont statué que la souveraineté sur Porto Rico n'appartenait pas aux Portoricains, mais aux États-Unis. Donc, entre ça et les déboires économiques qui se sont multipliés ces dernières années, l'idée de l'incorporation totale et définitive de l'île aux États de l'Union a vraiment gagné en traction. En 2017, avec une dette extérieure de plus de 70 milliards de dollars, l'île a presque été déclarée en faillite. Et puis, durant ces années-là, les relations entre les autorités portoricaines et la Maison-Blanche étaient exécrables. Trump. Porto Rico est l'un des lieux les plus corrompus au monde. Donald Trump ne croit pas que l'ouragan Maria a fait 3000 morts à Porto Rico. L'ouragan a fait tellement de dégâts que plein de villes et de quartiers sont restés sans électricité durant des semaines, voire des mois. Les Portoricains étaient furieux du manque de réactivité des autorités fédérales. Ça a accentué l'impression d'être des citoyens de seconde classe. Bref, il a fallu attendre janvier 2022 pour qu'un comité de surveillance financière soit nommé par Washington afin de restructurer la dette publique. Alors évidemment, il reste un long chemin à parcourir, mais c'est déjà un premier pas dans la bonne direction. En revanche, les difficultés économiques que les Portoricains rencontrent, elles n'ont pas grand chose à voir avec le statut politique de l'île. Par exemple, la Jones Merchant Marine Act, adoptée en 1920 est toujours en vigueur aujourd'hui. Cette loi interdit aux navires battant pavillon étranger de transporter des marchandises entre 2 ports états-uniens. Conséquence, comme l'exploitation de navires US est beaucoup plus chère, le commerce maritime entre Porto Rico et le continent est très coûteux. L'île perd énormément en compétitivité. On va vous donner un exemple concret. Même si Porto Rico est sur sa route, un navire qui vient de Shanghai n'a pas le droit de s'y arrêter avant de rejoindre le continent. Il doit d'abord aller au Texas pour transborder la marchandise sur un navire états-unien qui fera ensuite un nouveau trajet vers le port de San Juan. Et puis, il y a aussi le niveau de pauvreté. Porto Rico est clairement beaucoup, mais alors beaucoup plus pauvre que le reste des États-Unis. Et pourtant, Porto Rico doit quand même appliquer le même salaire minimum ou fournir les mêmes prestations sociales que les autres États de l'Union, sans tenir compte des spécificités de l'île. On retrouve le même problème dans certains départements d'outre-mer français, à Mayotte par exemple. C'est difficile de lutter contre les effets de la pauvreté de la même manière dans tous les départements, que ce soit du côté de l'État comme du côté de la société civile. C'est pas par flemme, on ne peut pas aller travailler si on a 3 enfants à sa charge et pas de crèche. Mais la situation s'améliore doucement, surtout parce que les autorités fédérales ont mis en place des incitations fiscales pour pousser les entreprises à s'installer à Porto Rico. Mais en vrai de vrai, si Porto Rico cessait d'être un Commonwealth et incorporait les États-Unis, ça ne changerait absolument rien. Ça pourrait même produire l'effet inverse à celui escompté. L'État pourrait perdre accès à certains programmes de subvention et à ses avantages fiscaux pour les entreprises. Mais n'empêche que ça reste l'option préférée des Portoricains. Un status has-been. C'est en 2020 que Porto Rico a organisé son dernier référendum, mais cette fois-ci, la question était beaucoup plus directe. Faut-il admettre Porto Rico dans l'Union en tant qu'État? Cette fois-ci, pas question d'indépendance. À plus de 52%, c'est le oui qui l'a remporté. À présent, c'est l'actuel gouverneur Pedro Pierluisi qui a la légitimité du vote populaire pour faire pression sur l'exécutif et sur le Congrès pour incorporer Porto Rico aux États de l'Union. Mais ce parcours législatif sera long et très complexe. En fait, le référendum en question, il était consultatif. Aujourd'hui, la Chambre des représentants doit en organiser un nouveau, mais qui cette fois-ci devra être contraignant. Et pour ce faire, il faut voter des lois. Justement, en décembre 2022, avec 233 voix pour et 191 contre, la Chambre basse a validé la House Bill numéro 8393. La première étape a donc été franchie, mais il reste encore le Sénat. Et c'est là que ça devient compliqué. La population portoricaine, comme la majorité des Latinos, elle vote démocrate. Et le Sénat fédéral, il alterne entre une domination républicaine, comme sous la deuxième présidence d'Obama et sous celle de Trump, et démocrate comme sous Biden. Sauf qu'en ce moment et depuis 2 ans, la Chambre haute est à égalité numérique. Du coup, le Parti républicain craint que le scénario hawaïen ne se reproduise. Si Porto Rico devient le 51e État de l'Union, alors il aura droit à 2 représentants au Sénat, comme tous les autres États, quelle que soit leur taille et leur poids économique. Ça provoquerait un déséquilibre numérique qui avantagerait les démocrates.
Nous devons aller sénateur par sénateur pour leur expliquer pourquoi il est juste de donner des droits égaux aux citoyens états-uniens résidant à Porto Rico. Nous devons aussi leur expliquer que Porto Rico est diversifié, que les sénateurs républicains ne doivent pas penser que si Porto Rico devient un État, automatiquement, cela signifierait qu'il y aura 2 sénateurs et 4 membres du Congrès démocrate. Pedro Pierluisi, gouverneur de Porto Rico. Que d'embûches, que d'obstacles. En tout cas, le gouvernement portoricain a déjà fixé au 5 novembre 2023 le prochain référendum. Il espère que d'ici là, le Sénat aura donné son feu vert pour faire de ce vote un référendum contraignant. Mais pour ceux qui se sont posé la question comme nous, sachez que si jamais ça passe, si Porto Rico devient le 51e État de l'Union, alors le drapeau états-unien ne serait pas modifié. Il comptera toujours 50 étoiles. Pareil que l'Union européenne, on est resté à 12 étoiles sur le drapeau alors qu'on est 27 États membres. Maintenant, à toi, à ton avis, est-ce que Porto Rico a réellement une chance de devenir le 51e État des USA? Et surtout, est-ce que ça jouerait vraiment en faveur de sa population? Laisse-nous ta réponse dans les commentaires, abonne-toi, fais tourner, lâche un like et hasta pronto!